Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Et nous recevons donc ce soir le colonel Pascal Yanni. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Je le disais, vous êtes donc le porte-parole du chef d'état-major des armées françaises. Avec nous également le rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde, Ousmane Diaye. Bonsoir Ousmane. Colonel Pascal Yanni, on va bien entendu parler de l'actualité au Burkina Faso, ces attaques à répétition, mais aussi ce convoi de l'armée française bloqué par des habitants, je dis bien par des civils et non pas par un quelconque groupe armé. On va voir s'il y a, comme on entend souvent, un sentiment anti-français qui grandit au Mali, notamment, mais pas seulement, Burkina Faso, Niger également. Mais d'abord donc, cette affaire concernant la France et l'Égypte, cette enquête de Disclose qui affirme que l'Égypte a utilisé des renseignements fournis par la France pour bombarder des trafiquants à la frontière libyenne. La ministre française des Armées, Florence Parly, demande une enquête. Ça veut dire que c'est plutôt sérieux alors ? Écoutez, je ne suis pas en mesure de vous donner davantage de détails. Nous sommes en train d'analyser ce qui a été rendu public et je n'ai pas de commentaires supplémentaires à vous faire sur ce dossier. Mais est-ce que vous pouvez nous dire au moins si, en général, dans une armée quelle qu'elle soit, quand il y a des contrats de la sorte, et notamment quand ils sont vendus à des États qui sont réputés autocratiques, est-ce qu'il y a des vigies, des moyens de contrôle, de faire attention ? Je n'ai pas de commentaires à faire dans la mesure où nous sommes en train d'étudier ce qui a été diffusé. Et on en saura plus donc sans doute dans les prochains jours. Une enquête est diligentée. Alors depuis jeudi maintenant, cela fait 5 jours, des Burkinabés s'opposent au passage d'un convoi logistique de la force Barkhane, l'obligeant à arrêter sa progression vers le Mali. Ce n'était jamais arrivé depuis le début de l'opération française au Sahel, il y a quasiment 8 ans. On va, avant de vous entendre votre réaction, revenir sur ces faits avec Guillaume Villadier. On dit de rentrer chez vous. Ouais. Rentrez. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. Bloqué pendant 3 jours par une foule en colère, ce convoi français en route pour le Niger a fini par rebrousser chemin pour une destination inconnue. Les manifestants disent ne plus supporter le défilé des troupes suréquipées de l'opération Barkhane, alors qu'au Burkina Faso, les attaques et les massacres de civils par des groupes armés se multiplient. Nous ne voulons plus que l'armée française serve de transit sur notre territoire. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis un certain moment, la France, qui dit être un collaborateur pour la lutte contre le terrorisme, mais que ça continue à s'empirer. À un certain moment, il y a un double jeu et il faut que cela s'arrête. Face aux accusations de certains manifestants selon lesquels le convoi français devait livrer des armes aux djihadistes, le chef de la diplomatie française dénonce une opération de désinformation. Il y a des manipulateurs, là aussi, par des réseaux sociaux, par des fausses nouvelles, par l'instrumentalisation d'une partie de la presse qui joue contre la France. Certains, parfois même inspirés par des réseaux européens. Ulcéré de voir la compagnie de mercenaires russes Wagner essayer de prendre pied au Sahel, le Quai d'Orsay accuse nommément Moscou d'œuvrer en coulisses. Mais les critiques contre la présence militaire française ne datent pas d'hier. Les guerres d'influence entre puissances suffisent-elles vraiment à expliquer cette défiance qui, de Bamako à Niamey, traverse actuellement les pays de la région ? Voilà donc, colonel Pascal Yanni, est-ce que vous avez des infos sur ce convoi ? Qu'en est-il ce soir ? Alors le convoi est stationné actuellement à quelques dizaines de kilomètres au sud de Kaya. En fait, après la journée de samedi qui a été émaillée par certaines tensions, on pourra y revenir si vous le souhaitez, on a décidé de désengager le convoi, de le repositionner de manière à ne pas avoir encore 1 ou 2 journées de tension et de face-à-face entre les manifestants et les gendarmes burkinabés, parce que ce qui est quand même important de souligner, c'est que ce sont les gendarmes burkinabés qui assuraient la sécurité extérieure du convoi et pas les militaires français. Au départ de l'intervention française, l'armée française jouissait d'une bonne image. C'était un allié pour lutter contre le djihadisme. On vient d'entendre ce jeune Burkinabé qui dit ça ne fait qu'empirer, y compris chez nous au Burkina Faso. Comment expliquez-vous ce sentiment de rejet de l'armée française, ce sentiment anti-français comme on l'entend ? Alors je pense qu'il est important de relativiser ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que, effectivement, comme le soulignait le ministère des Affaires étrangères, on a un sujet sur les réseaux sociaux et sur les fausses informations, la désinformation qui est colportée par les réseaux sociaux. Parce que ce dont je peux vous assurer, c'est que nous, quand nous sommes en opération aux côtés de nos partenaires sahéliens, nous sommes toujours bien accueillis par les populations, en particulier au Mali et au Niger, et nous ne sommes jamais rejetés par ces populations. Aux côtés, mais pas tout seul ?
Justement, non, parce que l'un des axes stratégiques qui a été décidé, notamment dans le cadre de l'adaptation du dispositif français dans la bande sahélo-saharienne, c'est de développer ce qu'on appelle le partenariat militaire de combat, c'est-à-dire aller au combat contre les groupes armés terroristes avec les armées sahéliennes et en particulier avec les armées maliennes et nigériennes. Et ce qui est important de dire, c'est que malgré tout ce qu'on peut entendre, les armées françaises sont engagées dans la bande sahélo-saharienne d'abord pour combattre les groupes armés terroristes et pour participer à la protection des populations locales. Pas pour défendre des intérêts cachés, comme on peut le lire, et encore moins pour fournir des armes et des munitions aux groupes armés terroristes, ce qui constitue une aberration totale. Colonel Liani, les réseaux sociaux ont sans doute un effet amplificateur, mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème? Parce que moi, je me rappelle, il y a 10 ans déjà, un chanteur ivoirien célèbre chantait « Armée française, allez-vous-en ». Est-ce que derrière l'amplification des réseaux sociaux, il y a une sorte de ras-le-bol de la présence militaire française qui dure depuis 60 ans à peu près? Je n'ai pas de réponse exacte à vous donner sur cette question. Moi, ce que je constate, c'est que nous sommes présents dans la bande sahélo-saharienne à la demande des autorités locales, que si nous n'étions pas intervenus en 2013, le Mali aurait peut-être sombré, serait tombé aux mains des djihadistes. Si nous n'étions pas aujourd'hui engagés dans la zone des 3 frontières, peut-être que le IGS jouirait d'un califat territorial. Moi, ce que je constate, c'est que la situation reste assez compliquée, effectivement, sur le plan sécuritaire, que la solution militaire n'est pas la solution au problème du terrorisme. C'est d'abord une solution politique, une solution économique, une solution sociale. Vous dites un des fondements de la légitimité de la présence, donc ce sont les gouvernements qui ont demandé à la France d'être présents, de participer à ces opérations. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un décalage entre ces dirigeants et leur opinion publique? Parce que tous ces dirigeants-là sont cruellement en mal de légitimité dans leur propre pays. Là, il y a une manif contre le président, une grande manifestation prévue contre le président burkinabé qui demande quasiment à son départ. Moi, je ne suis pas certain d'être la meilleure personne pour répondre à cette question. Encore une fois... Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'armée française est victime de ce courroux politique? Parce que finalement, sur le terrain, les jeunes burkinabés, ils voient qui? La France et l'armée. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... l'armée française égale l'État français, égale la défaite, l'échec politique de l'opération? Ce qui me semble effectivement une réalité, c'est que et encore une fois, je reviendrai sur le phénomène des réseaux sociaux et des fausses informations, c'est que l'armée française, pour certains groupes, est sans doute un bouc émissaire facile pour répondre à une sorte de mal-être ou à des difficultés qui sont rencontrées par certains pays dans le domaine sécuritaire. Mais encore une fois, et je me permets d'insister sur ce point, c'est qu'à aucun moment, dans les opérations que nous menons dans la bande sahélo-saharienne, nous n'avons observé un rejet des populations locales. Colonel Pascal Liani, tout de même, il faut préciser, il y a eu des moments de rejet, il ne faut pas laisser dire ça. Il y a eu ce village Peul, où l'armée française a été accusée de bavure, la France a dit non. Il y a un rapport de l'ONU qui incrimine la France, donc il y a à un moment donné des tensions avec les populations locales. Si vous faites référence à l'affaire Bounty, je pense que je peux vous répondre de manière très claire. Il y a eu un rapport de l'ONU, on est d'accord, qui met en cause l'armée française. On est d'accord. Alors, le rapport de l'ONU remet en cause l'armée française, effectivement, mais nous avons dit clairement que nous n'étions pas d'accord avec les conclusions de ce rapport. Nous avons transmis des éléments... Malentendu. Oui, je pense qu'il y a eu un gros malentendu. C'est contre l'ONU, contre le Mali, contre les États du Sahel. Est-ce que la France peut avoir raison contre l'ONU, contre le Mali, contre l'État du Sahel? Y a-t-il pas un problème de communication? Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit. C'est une question. Mais donc je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je n'ai pas dit que la France était contre l'ONU. Je vous dis simplement que le rapport qui a été diffusé par la MINUSMA sur l'affaire de Bounty est un rapport contre lequel nous nous sommes élevés parce que nous estimions que ce qu'il disait n'était pas fondé. Point. Et je pense qu'il est peut-être un peu excessif de fonder le sentiment français sur ce type de rapport. Juste Pascal Liani, quand même pour finir, parce qu'on va passer au Burkina Faso, est-ce que c'est pas inhérent à toute armée qui pense faire un travail légitime à la demande, d'ailleurs vous l'avez dit, de gouvernements locaux, vous êtes obligé de faire des opérations de contrôle, vous avez parlé de ratissage dans des villages, forcément à un moment donné, quand on voit l'habit militaire arriver dans un village, qui plus est sur ce continent, ça renvoie à une histoire. Ça peut parfois prêter à confusion entre une armée venue aider et une armée d'occupation quasiment. Forcément, vous contrôlez des civils, par exemple. Alors, tout d'abord, nous ne menons pas d'opération de ratissage. Ce terme, à mon avis, me semble un peu excessif. Et le deuxième point, c'est que nous menons systématiquement des opérations avec les forces sahéliennes. Nous ne sommes quasiment jamais tout seuls.
et même plus tout seul. Dans les villages. Et ce sont toujours les forces sahéliennes qui sont devant. Nous sommes en partenariat. Et je pense que c'est très important. Et c'est l'une des premières, d'une grande différence par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2013 ou en 2014. C'est qu'aujourd'hui, les armées maliennes et les armées nigériennes mènent leurs opérations. Et nous sommes là pour les appuyer. Nous sommes là pour combattre à leur côté, mais nous ne sommes pas devant et eux derrière. Alors, quid de l'armée burkinabé cette fois? On l'a vu, hein, force de sécurité, force de défense qui paie un lourd tribut. 53 gendarmes tués. On a eu une dernière attaque dimanche, encore avec 9 gendarmes et une dizaine de civils. Que se passe-t-il au Burkina Faso? Comment expliquer des attaques d'une telle envergure? Je pense que le phénomène qu'on observe au Burkina est peut-être celui qu'on a observé au Mali et au Niger fin 2019, début 2020, où les forces armées maliennes et les forces armées nigériennes avaient subi de très lourdes pertes face à l'EIGS. Et ce qui a d'ailleurs justifié un changement de stratégie qui avait été entériné à Pau le 13 janvier 2020 par le président de la République et par les présidents du G5 Sahel, et qui a consisté à apporter un effort significatif dans la zone des 3 frontières contre l'État islamique au Grand Sahara. Et quand on fait le bilan janvier 2020, novembre 2021, on se rend compte que finalement de vrais résultats ont été obtenus, puisque nous n'avons pas fait disparaître le IGS, c'est quasiment impossible, mais en revanche nous l'avons significativement affaibli, et il n'est plus en mesure aujourd'hui de mener des attaques contre les forces armées maliennes et contre les forces armées nigériennes comme il était capable de le faire à la fin de l'année 2019. Mais alors, comment expliquez-vous que dans cette zone des 3 frontières, qu'il y ait eu ces dernières semaines les attaques les plus meurtrières? C'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que on ne l'a pas fait disparaître et que c'est un combat qui sera long et que la solution là c'est passera... pas qu'on l'a fait disparaître, c'est qu'il y a eu au Niger l'attaque la plus meurtrière, là au Burkina l'attaque la plus meurtrière. On est sur une courbe ascendante malgré cette nouvelle stratégie. Est-ce que cette nouvelle stratégie porte ses fruits ou c'est l'exact contraire? Cette stratégie qui a été décidée en janvier 2020, elle a empêché la création d'un califat territorial. Elle a empêché l'effondrement de certaines zones. Elle a permis aux forces armées locales de monter en puissance. Ce que font les armées maliennes aujourd'hui, elles étaient sans doute pas capables de le faire en 2013. Mais comment expliquer que les attaques des djihadistes soient de plus en plus mieux préparées et plus meurtrières? Je ne suis pas certain qu'elle soit plus meurtrière ou mieux préparée. Là, l'armée burkinabé vient d'avoir une des attaques les plus meurtrières de son histoire. Il y a quelques semaines, c'était l'armée nigérienne. Non, les quelques semaines, c'était un village au Niger qui a subi une attaque. Ce n'était pas l'armée nigérienne, c'est une différence. Les djihadistes ont bien compris qu'il fallait attaquer un groupe d'autodéfense, pour être précis. Un groupe d'autodéfense, exactement. Un groupe d'autodéfense dans un village Djerma, 69 tués. 69 quand même. Oui, 69. Mais si nous n'étions pas intervenus et si les forces armées locales n'étaient pas montées en puissance, peut-être qu'aujourd'hui, le IGS disposerait d'un califat territorial. Il nous reste allez 10 secondes, je suis désolé, ça va être donc un chiffre. 5100 soldats français aujourd'hui, dit-on dans quelques mois 2500. Allez, si je dis fin de l'année prochaine, il y aura combien de soldats français au Mali? 2500, 3000 à la fin de la transformation, c'est-à-dire plutôt au cours de l'année 2022. Le temps qui était imparti est terminé, Ousmane. Merci beaucoup. Merci à vous, colonel Pascal Yanni, d'avoir répondu à nos questions. On aura l'occasion